Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute de l'Invité, je reçois pour vous Agapite Napoléon Maforican. Il est consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Il est ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, ancien conseiller à l'ex-autorité nationale de lutte contre la corruption. Il est ancien directeur général du groupe de presse Le Matinal. Il est ici sur ce plateau ce dimanche en qualité de président d'Afrique Perspective 100, la fondation de l'Afrique nouvelle. Il est là pour nous édifier sur son discours d'orientation qui a été effectué le 28 octobre dernier, ceci qui matérialise son engagement politique citoyen. Il est là, il va nous en parler également. Il aura à opiner sur la gouvernance du président Patrice Talon et nous donnera les raisons qui le poussent à être partisan de cette gouvernance. Bonjour à vous, Agapite Napoléon Maforican. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de Exaïe TV. Alors, dites-nous, Agapite Napoléon Maforican, est-ce qu'on peut dire que vous êtes désormais un homme politique avec ce qui a été effectué le 28 octobre dernier? Bon, désormais, là, en même temps, désormais, c'est comme si je ne l'étais pas. Non, je suis un militant. J'ai été membre d'un parti politique, le Parti National Ensemble. Pendant longtemps, j'ai épousé les idées du professeur Albert Voidré, donc depuis la conférence nationale, j'ai quand même essayé de cheminer un peu aux côtés du professeur Albert Voidré, un peu dans l'ombre donc du professeur Albert Voidré. Et puis, progressivement, j'ai fini par intégrer le parti et donc j'ai été le directeur le secrétaire national à la communication en décembre 2010. Plus jeune, j'ai milité dans les cercles d'études révolutionnaires quand j'étais au collège, un peu avant la fin donc, du système. Donc, c'est-à-dire que je suis un militant et je suis très politique par ailleurs parce que je m'intéresse à la chose politique. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que je deviens un militant politique, disons un membre d'un parti. Et ça change tout. Parce que je peux être politique sans appartenir à un parti politique. Donc, du coup, je ne suis pas... Est-ce que vous avez l'ambition d'adhérer à un parti politique? Non, ça a été clair. En créant la Fondation de l'Afrique nouvelle, c'est bien dire que c'est une solution alternative, c'est une voie alternative. C'était ça l'orientation. Lorsque je parle du discours d'orientation, c'était ça l'orientation que je donnais à mon combat politique citoyen. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen béninois, engagé, ayant un certain nombre d'expériences, et de connaissances et d'expérience, je me suis dit qu'il me fallait mettre tout cela au service du pays d'une manière ou d'une autre. Et il y a plusieurs voies pour y aller. J'aurais pu effectivement adhérer à l'un des partis qui existent, les partis de la majorité présidentielle notamment. Mais parce que chacun d'eux a quelque chose qu'il apporte. Les partis d'opposition, chacun d'eux a quelque chose qu'il apporte. Mais lorsque je regarde le champ politique, je me dis, ça, c'est déjà assumé. La réforme du système partisan est déjà presque c'est en cours de la réforme du système est en train de se consolider avec ces différentes expériences progressivement. Donc, là, c'est un acquis. Il faut ouvrir notre voie. La voie de la nouvelle société civile. Celle plus civique.
celle plus scientifique, celle plus pédagogique. Hein? Donc, avant, nous avons connu une société civile, disons, injonctive, qui se mêle, à mon avis, des affaires de l'État, des affaires dont d'autres acteurs étatiques étaient déjà chargés. Il ne s'agit pas de marcher sur les plates-bandes des autres, il s'agit de créer un environnement nouveau pour pouvoir passer différemment le message, l'objectif étant que chacun, de là où il se situe, contribue au développement du pays et de manière durable au regard des expériences que nous avons vécues depuis 1960. Alors, de façon succincte, qu'est-ce que la Fondation Perspective 100 vient solutionner comme problème au Bénin? Afrique Perspective 100 s'offre une nouvelle voie de militantisme citoyen. Ouvre le débat sur la question patriotique et civique. Vous savez, les partis politiques ont pour vocation, ils animent la vie politique nationale, ils ont pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc déjà, leur champ étant établi ainsi, vous ne voulez quand même pas que des partis qui ont envie, des partis qui ont une organisation politique qui a envie d'exercer le pouvoir, trouve que le gouvernement fait tout de bien. Lui, il peint tout en noir parce qu'il est dans l'opposition. L'autre, même quand l'opposition dit certaines choses qui ne fonctionnent pas toujours, on a l'impression que c'est passé sur l'opposition, il peint tout en noir. Lorsque la majorité soutient, on dit soutien mécanique, député Godillot, cadre Clébé, des formules du genre que nous avons aussi stéréotypées les unes que les autres, mais qui répondent un peu sur notre sociologie. Nous sommes clivants. Soit on est pour, soit on est contre l'autre. Quand vous n'êtes pas avec l'autre, vous êtes contre l'autre. Afrique Perspective 100 apporte... Vous voulez être au centre, c'est ça? Non, ce n'est pas une idéologie politique. Moi, je ne développe pas une idéologie politique. Je développe une nouvelle voie. C'est ça. Donc, du coup... Une nouvelle approche. Une nouvelle approche. Hein? Donc, il ne s'agit pas de... Je suis militant, je vous ai dit. Mais je décide de ne pas être un militant partisan. Je ne rentre pas dans l'approche politique partisane de conquête et d'exercice de pouvoir. Ça peut revenir. Ça peut revenir. On ne dit jamais, à 50 ans, on se dit qu'on a encore de la place et du temps. Donc, ça peut revenir. Mais aujourd'hui, j'estime que le champ, aujourd'hui, tel qu'il est, au regard des expériences que nous avons vécues, au regard de ce que Patrice Talon apporte à l'animation de la vie publique depuis 2016, j'estime que nous devons faire de la pédagogie pour faire asseoir ces réformes-là dans les esprits. Ce n'est pas lors des luttes pour le pouvoir, ce n'est pas lors des combats, dans les combats de clans au sein des partis politiques, que ces idéologies-là, que ces réalités peuvent émerger. Normalement, le débat devrait être ouvert, viril peut-être, mais un débat constant, constructif, parfois scientifique. L'université devrait produire de la pensée et aider les jeunes étudiants, chercheurs, et sachants, donc intellectuels, à comprendre les différents méandres. Lorsque, par exemple, moi, j'ai été quand même totalement ahuri, désolé, perdu, parfois parce que déçu, de constater que notre université n'a pas réussi à nous dire, et de manière scientifique, une fois pour toutes, si le certificat de conformité en 2019 était une nouvelle pièce ou pas. On devrait pouvoir le dire. On doit évacuer cette question. Pour moi, ça n'en était pas une, dans la mesure où il n'était qu'un moyen de prouver qu'on s'est mis en conformité avec le nouveau système partisan, la nouvelle charte politique. Donc ce n'était pas une pièce selon vous? Ce n'est pas une pièce nouvelle. On vous dit, être de la nationalité béninoise, la manière de la prouver, ce n'est pas votre front. Ce n'est pas l'âge de votre maman. C'est une pièce. Je dis que ce n'est pas une pièce complémentaire, une pièce nouvelle. Ça fait partie déjà du jeu. À partir du moment où pour aller aux élections de 2019, il fallait se conformer au nouveau système partisan. Donc, on ne peut pas vous dire, je me conforme au nouveau système partisan sans en apporter la preuve. Or, cette preuve ne peut qu'être un acte administratif. Alors, faisons le débat. Maintenant, entre le débat technique et le postulat politique, on doit pouvoir peut-être se montrer qu'on est maintenant au carrefour, chacun prend son option. Mais il faut quand même fixer l'université et le chercheur, fixer l'intellectuel, qui lui-même doit fixer au moins dans son village, dans ses hameaux, fixer au moins ses mandats ou ses examens pour dire non, voilà le principe.
Voilà la réalité qu'on a voulu bâtir. Maintenant, voilà ce que ça crée comme problème. Maintenant, moi, je suis embêté parce que j'estime qu'on ne devrait pas aller aux élections seul. Mais, voilà, c'est comme ça. Lorsqu'un enfant va étudier, les années hachées dans l'école publique n'empêchaient pas les examens de se tenir. Alors que l'école privée, elle allait au bout. Alors, pourquoi on ne dit pas qu'on doit faire un examen spécial pour les élèves de l'école publique et spécial pour ceux de l'école privée qui ont terminé l'année? Non, tout le monde était mis sur le même champ. Et personne ne revendiquait, personne ne faisait grève pour ça. Donc, voilà ce débat citoyen qu'il faut mettre sur la place et essayer d'éclairer la lanterne. Loin de toute passion partisane et certainement loin de toute échéance électorale. Alors, à vous entendre, votre motivation puis sa légitimité de la gouvernance du président Patrice Talon, dites-nous de façon sommaire et expéditive, qu'est-ce que Patrice Talon a eu à faire qui n'a pas été fait par le passé, depuis 60 à 2016, si on peut le dire ici? Oui, si vous avez suivi le discours d'orientation, il a démarré le discours que je dis, c'est d'abord un état des lieux, ensuite l'approche, et enfin la déclinaison de l'approche. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre intégralement ce discours d'orientation, qui nous suivons en ce moment-là, de façon sommaire, l'état des lieux, c'était quoi? Justement, l'état des lieux, c'est que depuis 60 ans, nous avons erré. Nous avons erré plusieurs fois. Nous avons chuté. Nous avons tenté de nous relever. Ce n'est pas les essais de solutions qui ont manqué. De 1972, on n'a connu pas moins de 6 coups d'État. Des civils qui se relaient, des militaires qui essayent de jouer un peu les médiateurs, prennent le pouvoir pour départager les civils, leur retournent le pouvoir et on a connu. Aucun mandat n'est allé à son terme de 60 à 72. Aucun mandat. Oui. Aucune constitution n'a été réellement expérimentée de 60 à 72. Ce n'est pas possible pour un État qui veut se développer. En 72, on a même, comme je l'ai dit, on a tenté tellement de systèmes qu'on a connu les monstres, du point de vue aussi bien civil que militaire. Militaire, on a connu le directoire à une ou deux fois. Le civil, on a connu le conseil présidentiel qu'on appelle le monstre à toute la tête. Tout ça là n'a pu amener le salut attendu. En 72, l'armée nous a promis l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Elle a tenté. Elle a associé les forces vives du pays, toute la classe politique, les jeunes, les syndicats, pour un discours-programme d'orientation nationale, pour un discours-programme qui était censé être une politique nouvelle d'indépendance nationale. On a tenté de nous amener à comprendre que nous devons désormais compter sur nos propres forces, puisque en 72, que disait-on? On disait en 72 que la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays, c'est la domination étrangère. Et on a décliné l'histoire de cette domination. On dit désormais donc, pour bâtir la nouvelle société, il faudrait que nous puissions d'abord commencer par compter sur nos propres forces, sur nos propres ressources, et que nous puissions être en mesure, donc, de contourner cette domination étrangère. C'était un paravent. C'est vrai. Est-ce que c'est la domination étrangère qui a dirigé? Est-ce que c'est, en 1960, on a dit qu'on était indépendant. De 60 à 72, ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas la colonie. De 72 à 90. C'est pas la métropole. Donc, de 60 à 72. Donc, la chose première de l'arriération de notre pays, c'est sans doute la colonisation. Mais depuis 72, 60, on n'est plus colonisé. Mais nous sommes tellement, et c'est là qu'il faut voir la chose, on a été colonisé tellement, déboussolé, désorienté, désarticulé, que nous ne savions plus qui nous sommes. D'autant là, on a tenté la révolution, on a tenté le marxisme-léninisme en 1914, la République populaire du Bénin en 1975, le parti de la Révolution populaire du Bénin, bref, 20 ans après, en 80, et 18 ans après, donc moins de 20 ans après, encore une nouvelle chute. Et on ne peut pas dire que le PPB n'a pas fait grand-chose. Mais en 68, l'armée avait remis le pouvoir à un civil après avoir tenté d'organiser des élections où quelqu'un a gagné au refus de lui remettre le pouvoir, mais on en a remis à un autre. Mais qui était un homme de rigueur, qui voulait faire vraiment du changement, qui amorçait une révolution. On l'a stoppé. La révolution de 1972 n'a pu aller au bout parce que l'orientation prise en 1914, confirmée en 1975, n'a pas plu à beaucoup. On a fini par chuter du fait des Béninois restés à l'extérieur et qui ont tiré le système vers le bas. Du fait des cadres des Béninois qui sont restés à l'intérieur, à qui l'État a confié la responsabilité et qui n'ont pas été en mesure de les assumer jusqu'au bout.
Parce que KBJ, népotisme, concussion, régionalisme, tout était mélangé à la gestion. En 90, on est allé à la conférence nationale et Albert Evoyer pourrait dire nous avons vaincu la fatalité. Mais quelle fatalité on a pu vaincre lorsqu'il y a toutes les élections? On doit avoir peur, on doit faire chanter la paix, on doit faire séminaire pour les journalistes, la HAC doit sortir des décisions pour dire non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Comme si l'élection est un moment particulier. Non, l'élection est un moment normal de la vie. C'est comme l'accouchement pour une femme. C'est comme la circoncision pour un homme. C'est des moments sensibles. Mais chacun doit s'y préparer. On n'a pas besoin. Donc, l'encadrement juridique suffit, ou réglementaire. On n'a plus besoin de grandes choses comme nous constatons un peu dans ce pays. Bref, on a tenté d'organiser les élections par le ministère de l'Intérieur. On a dit non, on crée une Sénat. On dit non, la Sénat même n'est pas, c'est trop politisé. On crée le secrétariat administratif permanent. On a fait tout ça. Nos élections, 91, problématique. 95, 96, problématique. 2001, chaotique. 2006, plus ou moins acceptable. 2011, totalement chaotique. Alors, lorsque 2019, 2020, 2021, j'en parle pas. Alors, quand vous analysez tout ça, jusqu'en 2015, comme je disais, quand vous analysez tout ça, vous vous demandez, mais concrètement, c'est quoi la fatalité qu'on a vaincue? Alors, à son arrivée, Boniaï, d'abord, c'est Soglo en 90. On a dit non, Soglo était trop hautain, machin, tout ça, la négociation, on a fait venir Kérékou. Il revient, oui, il lui a tiré son épingle du jeu, parce qu'il dit, voilà, ces gens-là, c'était contre moi qu'ils ont fait le nouveau système. Moi, je les laisse, ils n'ont qu'à faire leur bataille, moi je ne veux toucher à rien. Et il n'a touché à rien. On dit, ah, Kérékou est un homme de paix, tant mieux. Mais il n'a touché à rien. Boniaï dit, ah, il faut que ça change. On y a tous cru. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Alors, le changement, 5 ans après, il s'est rendu compte que le changement ne peut advenir pas de manière aussi mécanique parce que les bases éthiques, morales et spirituelles du système étaient totalement éprouvées. Il fallait aller refonder la République. Voilà. On a conçu la refondation. On a tenté de l'expérimenter. La refondation a échoué. Échec et mat. Échec et mat. Et donc, nous avons la rupture. On a dit bien, on va faire un nouveau départ. On va prendre un nouveau départ avec Patrice Talon. Oui, depuis Patrice Talon, c'est le nouveau départ. Oui, c'est le nouveau départ. On va prendre. C'est après que on parle de rupture. C'est la coalition autour de Patrice Talon. Qui est la après rupture. Que la coalition Zissou a été constituée autour de FCB et du PAD, la coalition autour de Patrice Talon, c'est après la coalition de la rupture. Mais Patrice Talon est venu avec le projet d'un nouveau départ. Le nouveau départ, on l'a pris. On l'a vraiment pris. Et depuis 2016, nous évoluons autrement. Donc, vous me demandez qu'est-ce que Patrice Talon a fait. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait de façon concrète. C'est exactement ça. Qui n'a pas été fait passer. Patrice Talon des juxtapositions. Non, je viens de faire une longue. Oui. Je sais pas, c'est ce que je dis, même sommaire. Oui. J'ai survolé. Tout à fait. Alors, j'ai fait cela pour montrer que Patrice Talon n'a pas été insensible à tout ça. Il est béninois. Il a connu ce moment-là. Il connaît les acteurs. Il a tenu compte de tout ça. Avec lui, il n'y a plus d'analyse à faire. Il n'y a plus de littérature à produire. Toute la littérature était déjà produite. Patrice Talon est passé à l'action. 3 mois après son arrivée au pouvoir, on a eu les chefs lieux du département qu'on n'avait jamais eu. On a mis de l'ordre dans Cotonou dont les acteurs étaient totalement occupés. On a commencé par rendre à l'État son autorité. On a commencé par réinstaller l'État à travers son administration régalienne, à travers son administration qui doit être de service. On a commencé par rendre des institutions fiables. Patrice Talon a fait des promesses de campagne. Il a tenté de les mettre en application à travers le projet de révision de la Constitution. Ça a été bloqué. Il a compris que pour tout changement, il faut une coalition. Il a changé de méthode. Il a créé sa coalition pour atteindre les objectifs. Des réformes politiques qui s'avéraient impossibles ont été faites de manière consensuelle en 2018. Consensuelle. Les lois ont été votées. Le code électoral, septembre 2018 et 31 août, il me semble, 2018, comme la charte des partis politiques. Il fallait maintenant aller implémenter ces nouvelles règles. C'est là que ça a commencé parce que, comme d'habitude, quand c'est difficile, nous avons là d'aller derrière au nom d'une certaine paix. Comme ça, quand ça a été le cas en 2011 avec la LEPI, on a voté, on a entamé, on dit jamais, on a voté la loi
pour empêcher de voter, il a fallu la Cour constitutionnelle. Donc, Patrice Talon a compris. Et non seulement, à chaque fois, il tente d'ajuster pour que le processus soit intégral, pour que l'intégrité du processus soit réelle, soit respectée. Mais à chaque fois, il était heurté. Il fallait avancer. Avec Patrice Talon, il n'y a pas d'hésitation. Je pense qu'il avait une vision. Il a une nette idée de ce qu'il avait envie de faire. Parfois, il faut gouverner. Est-ce que la démarche était participative, réellement, et inclusive? Mais en 2018, tout le monde sait. Les deux lois... Est-ce qu'on reproche à l'administration de Talon pour la plupart des initiatives ne sont pas participatives? Le diagnostic est partagé par toute la classe politique, mais au niveau de l'effectivité des réformes là, il n'y a pas un consensus selon la classe politique. Une frange de la classe politique, si on peut le dire. C'est ce que nous voulons corriger. C'est ça, c'est ces genres de mensonges que l'on doit corriger. Parce que c'est des approximations qui restent pour la postérité. Il faut corriger ça. Un séminaire a été organisé par l'Assemblée nationale de 7e législature, donc en place avant l'arrivée de Patrice Talon, pour ce type de réforme-là. L'opposition, la majorité des personnes y ont participé. Les votes ont été acquis, l'un à l'unanimité, l'autre à une voix près, celle de Mitokwe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle consensus si ce n'est pas ça? Donc, la loi a été votée, il n'y avait aucun débat sur ça. Les débats ont eu lieu. Mais comment se fait-il que la classe politique elle-même se réunit pour penser une loi et qu'au niveau de son application, elle se retrouve bloquée, elle se retrouve le dos au mur et qu'elle manque d'explications sur les fondements de ce même texte législatif? C'est exactement, c'est ça un peu notre pagaille. Quand on dit que bon, l'État débridé, l'incapacité, l'indiscipline, parce que la compromission, on est là, le chantage à la paix. Tout ça, on a vécu dedans. C'est comme les enfants, un enfant gâté, dès qu'il pleure, on lui donne tout. Dès qu'il pleure, on lui donne tout. Le gars, il échoue, on lui fait des remontrances, il pleure. Alors, on doit lui faire quoi? On doit tout lui donner. Justement, c'est qu'on s'est laissé aller à l'irresponsabilité chronique et notoire. Et tout le monde estime, ici c'est le Bénin, nous devons être irresponsables. Alors, est-ce qu'un peuple peut se développer en faisant la promotion de l'irresponsabilité, de manque de civisme, de patriotisme? Lorsqu'on vous nomme, on doit amasser la richesse. Et quand on dit, mais toi, tu as fait quoi de ton passage à tel endroit? Mais pourquoi toi, tu es comme ça alors que l'autre regardait? Et donc, même les enfants grandissent en comparant leurs camarades qui viennent déjà. Comment au collège, des enfants vont aller à l'école avec des iPhones, avec des objets de marque. C'est pas possible. Que gagnent les parents pour que des enfants dans les... Et puis pourtant, c'est le cas. À l'université, plein d'enfants en première année, ont des appareils de luxe qui coûtent dans les fortunes, que peut-être qu'ils font d'abord la moitié du salaire annuel de quelqu'un. Le point se pose. Ou carrément le salaire annuel de quelqu'un. Voilà. Alors, donc, tout le monde a envie d'envoyer son enfant à l'extérieur, dans les grandes écoles internationales. Ça a un coût. Mais il faut gérer ça. Tout le monde n'est pas homme d'affaires. Tout le monde n'est pas opérateur économique. Tout le monde ne travaille pas au niveau des institutions internationales. Donc tout le monde ne travaille pas au niveau des assurances et des banques. Alors voilà, c'est ce niveau-là peut-être que le niveau salarial est élevé. Après, on connaît. Mais quand les cadres de l'administration, beaucoup d'enfants de l'homme, ils gagnent combien? Prime compris. Et pourtant, c'est au vu aussi. Ils construisent à côté de nous, dans les villages. Ils ont des domaines énormes. Mais tout le monde sait. Personne ne dit rien. Donc, en fait, il ne s'agit pas de niveler par le bas. Il s'agit de rendre responsable. Et je pense que c'est ce que le gouvernement Talon fait en régulant dans tous les secteurs possibles, à l'intérieur, à l'extérieur. En politique, en économie. Alors, vous défendez si bien l'administration de Talon. J'ai bien envie de poser une question à double volet. La première, c'est qu'on estime que le gouvernement du président Patrice Talon est un gouvernement policier, c'est-à-dire en d'autres termes que la plupart des voix dissonantes, elles sont bâillonnées. D'aucuns diront qu'au Bénin, nous n'avons plus pratiquement d'acteurs politiques réellement de l'opposition, c'est-à-dire de personnes qui soient véritablement en désaccord avec Patrice Talon. Et de l'autre côté, certaines voix estiment que partout où des réformes sont opérées, c'est pour davantage de profit de façon douteuse. Qu'est-ce que vous répondez à tout ceci? Vous savez, c'est justement, vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est ce que nous devons corriger. On a des données. On a ce qu'on appelle les stats. On a les données, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. On a un certain nombre d'éléments
pour montrer que tout ce qu'il a dit là, notamment par rapport aux résultats, à la méthode. Écoutez, on dit un parti politique, fait quoi? Conquête du pouvoir, exercice du pouvoir. Tout le monde ne peut pas exercer le pouvoir. 11 millions de Béninois, 11 millions de politiciens, 11 millions d'entraîneurs de football, 1 million de maires de Cotonou, 1 million d'habitants de Cotonou. Tout le monde veut décider à la place du décideur. Tout le monde veut que son avis passe. Même le conseiller, lorsqu'il conseille et son avis ne passe pas, on a l'impression que il ne tient pas compte de nos avis, il est enfermé. Non. Est-ce que, dites-moi, ce qui est dans la République contraire aux lois de la République. Tant que au-delà du respect de la loi de la République. Voilà, parlons de loi de la République. Certains estiment que ce sont les intentions du président Patrice Talon. Mais c'est lui qui est élu. Très bonne. Mais c'est lui qui est élu. Transcrites. Mais c'est lui qui est élu. Mais je suis désolé, dans les grandes démocraties, qui sont d'ailleurs parlementaires, c'est justement ça. On cherche la majorité au Parlement pour faire passer exactement les idées. En France, quand ça cale, on va au 49-3. Je rappelle le passage en force. Alors donc, nous n'inventons rien. Moi, j'ai eu à m'amuser. Je dis, bien, écoutez, en Grande-Bretagne, par exemple, parce qu'on parle de démocratie béninoise, on parle parfois des taux de participation aux élections, tout ça là. On fait des procès tellement. Lorsqu'il y a eu les gilets jaunes en France, est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils ont revendiqué? Est-ce qu'il n'y a pas eu la police n'est pas intervenue? Est-ce qu'on laisse les autres se faire? Est-ce qu'au nom de la sécurité, on ne traque pas les gens à l'extérieur? Est-ce qu'on traque quelqu'un au Bénin ici? Pourquoi lorsque les lois de la République sont appliquées, on a l'impression que c'est des lois tropicales, c'est des lois nègres, et qu'il y a des lois plus hélènes? En Grande-Bretagne, j'ai assisté ces 3 derniers mois à quand même des phénomènes qui doivent nous faire réfléchir. La reine, avec toute la déférence qu'on lui doit, à elle et à sa mémoire, elle a quel suffrage? Qui lui a donné l'onction d'être reine? C'est la culture britannique. Et les Britanniques en sont fiers. Tellement fiers que, regardez tout le déferlement à sa mort. Pourtant, elle n'est pas élue. Mais elle est acceptée parce que c'est la culture britannique. Laissez-moi finir. Oui. Au niveau même de l'exécutif. Par exemple, on me dit non, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est vrai, ils n'ont pas de constitution. Mais attends, le Premier ministre, le pays vient d'avoir un 3e Premier ministre. Il n'est pas passé au suffrage universel. Il n'a même pas été désigné par le Parlement. Il a été désigné par son parti, qui est le parti dominant, actuellement le parti majoritaire au terme des dernières élections. Donc, les dernières élections qui ont eu lieu, on y a produit 3 premiers ministres, donc 3 chefs de l'exécutif. Alors, donc le binôme, roi et Premier ministre en Grande-Bretagne, en Angleterre, aucun des deux n'a pris directement un suffrage du peuple. Et pourtant, ils sont légitimes ou pas. Voilà, ça c'est la culture britannique ou anglaise. Ils sont fiers de ça. Ils l'expérimentent. Et vous voyez que des jeunes s'occupent de ces questions-là. Ça se joue à l'université, en Sciences Po, dans les laboratoires. Au Bénin, le gémigien stoppe son travail pour commenter ça. Au Bénin, le menuisier stoppe son travail alors que les gens sont alliés pour commenter l'actualité politique et commenter les actes politiques. Au Bénin, le balayeur, le nettoyeur de salle. On doit prêter la salle avant 8 heures. Avant 8 heures, non, il n'a pas. Il doit travailler. Il doit travailler. Donc, après du moment, non, tout le monde n'a pas. Vous pensez que tout. À l'hôpital, vous pensez que tout le monde s'occupe de. Mais on ne peut pas l'empêcher quand même de commenter. À l'hôpital, est-ce que tout le monde s'occupe de la stomatologie ou bien de la rhumatologie ou bien de. Chacun, il y a des spécialistes. Est-ce que dans les casernes, tout le monde s'occupe de tout? Non, quand même. Partout, il y a de l'ordre. Oui, mais donc, justement, est-ce que parce que je ne suis pas de cette spécialité que je ne peux pas émettre des commentaires sur certains procédés? À longueur de temps, de journée, au point même de bloquer, au point même de créer, d'agresser, au point même de vouloir substituer aux lois sa propre volonté? C'est cela donc, c'est vous dire que nous avons parlé nous devons revenir. C'est ça. Donc, oui. Ce qu'on reproche au président Talon, c'est ce qu'on a toujours. Depuis 60, c'est autre toi que je vais mettre. Ce qui le reproche aujourd'hui, donnez-leur le pouvoir demain, ils ne feront pas mieux. Et c'est ce que la différence avec le pouvoir Talon, c'est que quoi? Regardez les deux partis
au moment où le système partisan a été réformé. Mais est-ce qu'on a exclu quelqu'un? Vous avez été FCBE, vous avez été PSD, vous avez été machin. C'est ouvert à tout le monde. À l'UP, on a d'anciens PSD. On a FCBE. On a RB. On a Kadounia ou Rafia. OBR, on a presque les mêmes. Des dissidents ici ou de ça. C'est ça, c'est ouvert. Alors, quand le système est autant ouvert, pourquoi on va dire que c'est un système fermé? Après, maintenant, la gouvernance s'appuie sur des piliers. Et les piliers ne sont pas nécessairement démocratiques parce que le chef de l'État a des prérogatives qui sont régaliennes et qui les exerce. Donc, je ne vois pas les pouvoirs que le Parti Talon exerce et qui sont en dehors du cadre que la Constitution lui a confié. Alors, nous revenons rapidement à Afrique Perspective 100 avant de revenir, de parler des élections législatives pour finir cet entretien. Alors, votre organisation est baptisée Afrique Perspective 100, la Fondation de l'Afrique Nouvelle. Il y a Afrique qui est revenue 2 fois. Alors que votre idée part du Bénin. Alors, comment ça va se passer? Quel est l'objectif réel? Comment, de quels moyens vous disposez peut-être pour parcourir les pays d'Afrique? Comment, véritablement, vous allez faire propager cette initiative que vous voulez très salvatrice? Vous savez, aujourd'hui, on ne doit plus parler de nos micro-États, même si on doit partir de là. Donc, je suis conscient. Afrique Perspective, c'est l'Afrique dans la perspective des centenaires des indépendances. C'est l'Afrique dans la perspective des centenaires de l'indépendance. Vous pensez que ce qui se passe au Burkina est anodin? Mais ça devrait nous interpeller. Ce qui se passe au Mali devrait nous interpeller. Ce qui se passe en Guinée. Nous sommes tous de la CEDEAO. Donc, le Bénin va dire non, ça ne me concerne pas. Chez moi, tout va bien. Non. La preuve, depuis pratiquement 5 ans, au nord, à la périphérie des limites du pays, on voit ce qui se passe. Ça n'a pas commencé par là. On ne peut pas être totalement étranger à ce qui se passe dans l'environnement africain. Mais on parle de l'expérience du Bénin. Aujourd'hui, nous avons lancé le projet et on va le développer dans les jours à venir. Patrice Talon, le nouveau leadership, le nouveau visage du leadership africain. Le nouveau visage du leadership africain. C'est le volet politique sur lequel nous voulons travailler. Ce n'est pas de chanter la gloire de Patrice Talon. Lui-même ne fait pas en son nom. Déjà, avant sans être chef de l'État, il était déjà adulé. Sa gloire était déjà chantée tous les jours par tout ce qu'il assistait, tout ce qui allait à ses pieds. Et Dieu sait s'ils étaient nombreux de tous les secteurs possibles. Donc, il n'a pas besoin de nous pour qu'on chante sa gloire. Par contre, les actes qu'il pose avec courage et abnégation, avec don de soi, ces actes méritent d'être mis en valeur. Propagés? Pas pour mis en valeur, pas pour la gloire de Patrice Talon, mais pour éviter l'amnésie collective dans laquelle nous végétons. Dans mon état des lieux, j'ai estimé que tout n'a pas été mauvais de 1972, de 72 à 90. J'ai évoqué le passage du président Zissou, qui aurait pu être le révolutionnaire. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Zissou Takwe, il n'y a que ça qu'on a retenu. Et il a dit, mais d'accord, mais Zissou Takwe, mais depuis que je suis passé là, jusqu'à 90, 94, là, mais est-ce que le Takwe a été enlevé? Ça veut dire que c'était opportun. Après lui, 72, 90, mais on a connu la participation, ce qu'on appelle les organes locaux du pouvoir d'État. Le citoyen il y avait l'émulation du peuple. La participation directe du citoyen à l'exercice du pouvoir à travers le mécanisme de la base vers le sommet. Et vous n'avez pas besoin d'être riche pour être élu. L'Assemblée nationale révolutionnaire était cohérente, remplie de tout ce qui... C'était vraiment la représentation micro-nationale. Donc c'était le visage plus microscopique de la représentation nationale, presque. Voilà, et les débats étaient animés. Les ministres étaient responsables devant le Parlement. Mais ils étaient bousculés par les commissaires du peuple à l'époque. Donc, il y avait du bon. Il y avait par exemple des juges qui n'étaient pas professionnels, mais qui assistaient les juges, qui ont posé le code pénal, le code civil, le code commercial, le code administratif. Parce que la loi est là, c'est vrai, mais il y a l'esprit de la loi, et il y a la société, l'environnement, la sociologie. Donc, la pratique des juges non professionnels, assister des juges professionnels, c'est vrai, les magistrats n'aiment pas trop ça. Mais il y a quand même l'expérience des jurés lors des cours d'assises. Donc, c'est dire que tout n'était pas si mauvais sur le PPB. Moi, j'ai fait l'école nouvelle,
par exemple, dont on a chanté le procès, dont on a fait le procès, mais moi qui m'a permis d'apprendre le journalisme déjà dans le collège et dans l'université, de rentrer et d'exercer cette profession, n'ayant jamais été dans une école au démarrage. C'est-à-dire que il y avait du bon. Ce qui se passe actuellement sur Patrice, c'est que personne, dès que ce système-là, regardez le PPB, quand on est allé à la conférence nationale en 90, le PPB a disparu. Zissou, combien de personnes en parlent encore aujourd'hui? De Soglo à Yahi, on ne peut pas dire que tout était mauvais. Mais combien se rappellent encore ce qui était beau? Je pense que nous devons capitaliser. C'est en capitalisant que nous devons progresser. On ne va pas toujours faire des recommencements tous les 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas la gloire de Patrice Talon, mais c'est la gloire du Béninois que nous voulons chanter et l'exporter vers l'Afrique. Il y a de bons exemples qui se passent dans d'autres pays. Donc, nous allons partir du Bénin et essayer à chaque fois peut-être de mettre en valeur ces expériences pour montrer ce que nous pouvons faire du bien en Afrique. Et qu'en Afrique, il y a des bonnes choses qui se font, mais qui ne peuvent pas être camouflées par des comportements que... Ouais, quand les gens célèbrent par exemple la rue, moi je ne célèbre pas la rue. La rue ne gouverne pas. La rue ne prend pas le pouvoir. Lorsqu'un pouvoir légitime est en place. Mais après, oui, il y a des circonstances où on peut comprendre les révolutions. Mais être dans une certaine posture pour accepter que lorsque la rue s'agite, sinon les Gilets jaunes auraient pris le pouvoir à Paris. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est vous dire, oui, ce n'est pas la gloire du talent, mais aujourd'hui, il est question de partir de ce qui fonctionne bien dans le pays et de mettre l'accent là-dessus. De regarder au niveau de l'Afrique certaines pratiques à mettre en valeur. Par exemple, l'anglais, par exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le Bénin soit entouré du Nigeria et du Ghana et que nous soyons français. Nous devons nous battre pour que l'anglais devienne la deuxième langue officielle du pays. À l'horizon peut-être de 20-25 ans. Ça allait, quand on dit 20-25 ans, je me rappelle les chanter pour nous déjà à l'an 2000, on était dans les années 70. Je me rappelle Bénin à la fille à 2025, on était en fin des années 90. Lorsqu'on lance une échéance, ça finit par arriver. Mais on s'y prépare. Nous ne pouvons pas voir le Nigeria et être orphelin. On ne peut pas voir Dangote de ce côté-là. On ne peut pas voir Obasanjo, qui est aujourd'hui l'un des plus grands fermiers d'Afrique. Et nous sommes ici où on dit qu'il y a des chômeurs. Et ça ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est cette pratique qu'il faut mettre en avant. C'est cette pratique qu'il faut chanter, qu'il faut valoriser. Et maintenant, ouvrir le débat sur certaines polémiques dans la classe politique pour essayer de dégager quelques substrats à proposer au gouvernement. Alors, Agapit Maforican, vous le dites si bien ici, est-ce que dans l'immédiat, vous avez des perspectives? Est-ce que dans l'immédiat, vous avez un agenda? Oui, en fait, il y a deux axes que nous lançons. Donc, il y a l'axe politique, Patrice Talon, le nouveau visage du leadership africain. Nous allons décliner cet agenda-là tranquillement. En son temps, on laisse passer la période électorale et nous allons venir là-dessus. Il y a le deuxième volet qui est le volet participation des médias à cette reconstruction de la nation. Et donc, j'ai un discours d'orientation sur les médias à faire le 23 novembre prochain. Et donc, le 23 novembre qui coïncide avec la clôture des États généraux de la presse béninoise en 2002. Des États généraux que j'ai eu le bonheur et le devoir, le plaisir d'organiser, de préparer, d'organiser et de préparer les actes. C'est-à-dire que 20 ans après, où en sommes-nous? Et surtout, quelle est notre place dans la nouvelle société qui se construit aujourd'hui, aussi bien au Bénin qu'en Afrique? Il y a un débat à faire donc, sur les médias. Les médias ont un grand rôle à jouer. Je pense qu'on ne se le dit pas suffisamment assez. Ensuite, les médias ont une place à prendre. On ne se le dit pas suffisamment assez. Mais les médias ne se donnent pas les moyens, justement. Ils n'en ont pas aujourd'hui. Donc, il y a une prise de conscience à avoir. Voilà les deux axes sur lesquels nous allons travailler. Nous allons nous appuyer sur des coachs civiques. Nous allons nous appuyer sur des instructeurs civiques. Donc, ils vont être formés. On va former les gens au leadership civique, à la pédagogie politique, pour qu'on puisse parler de ces choses-là sans être nécessairement membre d'un parti politique et sans être affidé à un homme, mais qu'on en parle en tant que citoyen béninois, parce que ça nous concerne et que le chef de l'État qui est là, lui, il est élu pour un mandat de 5 ans, qui n'est renouvelable qu'une seule fois, et qui va finir par partir, et que le Bénin, lui, va rester. Voilà l'essentiel de ce que nous avons à faire
les jours, les semaines à venir. Les jours et semaines à venir. Alors, nous allons parler des élections législatives avant de conclure cet entretien. L'élection législative est prévue pour le 8 janvier prochain. Le processus électoral est en cours. La Sénat a ouvert ses portes pour enregistrer les déclarations de candidature. Dites-nous, Agapit Napoléon Maforican, comment analysez-vous, en tant que chroniqueur politique, l'atmosphère qui règne actuellement, la classe politique tout entière? Quelle est votre opinion sur le débat qui est lancé en cours, notamment au niveau de l'opposition? On estime que la Direction générale des impôts filtre les quitus fiscales, et donc à ce niveau-là, il y a une volonté de vouloir peut-être recaler des candidats, maintenir d'autres. Et au niveau des partis de la mouvance présidentielle également, il y a d'autres qui estiment qu'il y aura probablement un bis repetita, c'est-à-dire une volonté de vouloir les exclure. On crie déjà à l'exclusion déjà. Face à tout ceci, quelle est votre opinion? Vous savez, face à tout ceci, je vais simplement dire, tant qu'on ne peut pas avoir confiance en l'État et en son administration, ça veut dire que les Béninois ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui constitue l'administration de l'État, ce n'est pas les Béninois eux-mêmes. N'est-ce pas les parents des hommes politiques qui sont les hauts cadres de l'administration, qui constituent les agents, les fonctionnaires? Alors, pourquoi se faire harakiri lorsqu'on est incapable de s'assumer, d'assumer? Est-ce que c'est subitement en un mois qu'on sait qu'on va aller aux élections? Parce que lorsque les gens attendent, moi j'ai vu que la Direction générale des impôts ouvrir ses administrations le week-end pour permettre aux candidats d'avoir leur quitus fiscal. Mais lorsque vous passez votre temps à camoufler votre statut fiscal et que subitement vous voyez que vous devez aller aux élections, c'est logique que vous vous bloquez quand vous êtes dans ces conditions-là et vous cherchez le bouc émissaire. Moi je pense que l'État doit pouvoir être respecté et son administration également. Elle est la nôtre. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se fait. La loi, le code électoral a prévu des voies de recours, normalement. Mais les Béninois ne sont pas habitués à aller aux voies de recours. Ils sont habitués à jouer le jeu, à jouer la partie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que le débat se joue. Lorsque une autorité fait preuve, visiblement, ou selon vous, d'abus de pouvoir, surtout en matière électorale, le code électoral a prévu de manière expresse les voies de recours. Alors, et normalement, lorsque quelqu'un a des difficultés... Et de code électoral, il circule sur la toile depuis quelques jours le fait que l'ancien ministre de l'Intérieur, actuel président de la Sénat, Saka Lafia, aurait participé à une réunion politique. Est-ce que vous avez vu cela et qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais savoir quelle faute il a commis dans l'exercice de son statut de président de la Sénat. C'est la direction générale de la Sénat, c'est la direction générale des élections qui pilote les opérations. Le directeur général des élections ne reçoit pas instruction du président de la Sénat. Le président de la Sénat préside un conseil électoral de 5 membres, donc il n'est pas le décideur. Alors, à partir du moment où le conseil électoral, il y a le chef de file de l'opposition qui a son représentant, il y a un magistrat, et puis il y a les représentants de la majorité et de la minorité. Alors, quand vous avez ça, moi, ce que fait individuellement, chacun, moi, je pense que c'est aller chercher la petite bête noire, et on est habitué à ça. À la veille de... Mais est-ce que les inquiétudes de manifester ne sont pas légitimes? Non, moi je ne vois aucune inquiétude là. Je ne vois même pas où il y a un problème. Les amitiés existent avant les fonctions. Moi je ne sais pas de quelle réunion il s'agit. Je ne sais pas s'il y a réunion ou il n'y a pas réunion. Mais j'estime que c'est pas parce que je suis un homme politique et que vous êtes un leader, je ne sais pas, un regard de l'administration, un procureur général, vous êtes général des impôts, ou bien vous êtes, je ne sais pas, un membre que je ne peux pas vous fréquenter, que ça dépend. Moi, je ne vois pas. Et ce n'est pas interdit par la loi qu'on se fréquente un week-end et qu'on lève un verre. Alors, pourquoi on va aller chercher, sinon les gens n'ont qu'à dire, la réunion, les décisions qui sont issues de la réunion, la liste de présence, et alors saisir les voies de recours contre le monsieur Saka Lafia. Moi, j'estime, vous voyez, la meilleure chose, j'étais arbitre de football par ailleurs, à un niveau très bas, c'est vrai, mais est-ce que vous faites justice sur le terrain? Regardez le coup de tête de Zidane en 2006. Il a été agressé par Materazzi, mais personne n'a vu. Mais quand il a mis le coup de boule, on l'a sorti. Il y a des règles en toutes choses. Il faut que déjà nous commençons par être sérieux, que nous commençons déjà pas à appliquer et à faire en sorte que nos règles soient appliquées. Les jérémiades inter-réseaux sociaux
sont manifestement des comportements d'incapacité, d'adultes immatures, comme j'aime le dire, qui n'arrivent pas à comprendre qu'une élection, c'est une affaire virile, c'est loin, sauf un dîner de gala, et qu'on doit s'y prendre très tôt, comme qui voyait loin, ménage sa monture. Alors, ce qui se réveille au dernier moment, pour attendre que tout le soit donné, ces moments-là sont terminés. Il faudrait qu'on chante la fin de ces moments-là, qu'on sonne le glas, et qu'on célèbre la fin de ces moments de comportement, mon humble avis, très très puéril. Alors, deux petites questions. Est-ce que ce scrutin nous réserve des surprises déjà au niveau de la Sénat, au niveau des dépôts de candidature? Et dites-nous, est-ce que ce scrutin sera davantage ouvert? Est-ce que selon vous, vous pensez que nous aurons, au-delà de l'Union progressiste et du Bloc républicain, au Parlement pour la 9e législature? C'est comme si vous me demandez si tous les départements seront... Le chroniqueur politique, vous arrivez à lire à travers les faits, c'est comme si vous me demandez si pour le concours supplémentaire, enfin, les militaires ont lancé tout récemment un concours de recrutement de 100 et quelques... C'est comme si vous me demandez si tous les départements seront représentés. Ça, c'est pas mon humble avis. Un concours ne fait pas représenter tous les départements. Puis, ce n'est pas un département, c'est national. Bon, exactement, donc c'est la même chose. Une élection, il y a des dossiers à déposer. Le système, le jeu est ouvert. Le code électoral est ouvert. Le système est ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc, qui voyait loin, ménage la monture. Lorsque des gens sont visiblement incapables de réunir les pièces, il faudrait qu'ils s'assument. Les élections ne finissent pas en 2023. Il y en aura en 2026. Donc, moi, je ne peux pas prédire s'il y aura plus de 2 ou 3 partis aux élections. Mais je peux dire déjà que le système est ouvert. Une élection transparente, une élection plurielle, une élection, elle doit être transparente, comme je le dis, elle doit être plurielle, elle doit être ouverte pour tous, elle doit être sincère à la fin. Toutes ces conditions sont aujourd'hui remplies dans le pays. Toutes ces conditions. La preuve, tout circule, tout fonctionne. L'opposition, les gens disent que l'opposition est muselée, pourtant il y a les démocrates, il y a les FCBE, pourtant qu'ils sont sur le champ, il y a RLC. Quand même, qui se réclame de l'opposition, il y en a d'autres d'ailleurs. Donc, et pourtant on dit que l'opposition est muselée. Donc, vous avez dit qu'il faut qu'on cesse un peu cette posture de négation. Il faut qu'on s'assume. Pour moi, le système est ouvert, le jeu est ouvert, mais ce n'est pas un jeu pour enfants, ce n'est pas un dîner de gala, c'est un jeu viril. Et il n'y a que les personnes matures et bien initiées qui y vont. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces sympathisants qui, quand même, ont bien voulu suivre cette émission une fois qu'ils ont vu que c'était vous qui étiez l'invité de ce dimanche. Je voudrais d'abord les remercier d'avoir suivi effectivement jusqu'au bout, jusqu'à ce moment précis, et cette émission. Je voudrais dire qu'il faudrait que nous ayons foi en la République. Ce qui nous est cher, c'est la patrie, le Bénin. Ayons foi. Nous pouvons être déçus à un moment donné. On peut être déçu par une autorité, déçu par une personnalité, déçu par un parent. Mais nous ne pouvons pas être déçus par le pays. C'est notre pays. On ne peut pas changer de pays. Et même ceux qui ont changé de pays veulent encore revenir. Il y en a qui ont double passeport, et ils vivent au Bénin. Ça veut dire que le Bénin est une terre vraiment d'accueil. Et lorsqu'on est béninois, on doit en être fier et contribuer de là où on se trouve à son édification. Nous avons une chance terrible depuis 2016 de bâtir le Bénin de demain. Il se met en place progressivement. Faisons tout ce que nous pouvons, là où nous sommes, pour demain dire aussi qu'on a mis sa pierre à l'édification de ce Bénin nouveau. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que l'invité a fait savoir à l'entame de cet entretien qu'il est militant, qu'il est politique et il a fait part de son parcours militant, notamment au Bénin. Il a fait savoir qu'il est un élève, un bon élève et un grand admiratif des idées de feu Albert Tévoé-Djret. Il a argumenté dans ce sens. Il a partagé avec nous les motivations de ce combat politique citoyen, je précise. Il a fait savoir que Afrique Perspective 100 est une offre nouvelle, j'allais dire, ou s'offre, pour être plus précis, une nouvelle voie de militantisme citoyen, de patriotisme. Il a également argumenté par rapport à cela et il n'est pas pour l'heure dans une posture politique partisane avec son approche, nous a-t-il fait savoir au cours de cet entretien. Il a eu à faire l'état des lieux depuis 60 à 2016, notamment en ces décompositions-là, 60 à 72, 72 à 90, 90 à 2016. Il a fait savoir qu'on a eu à errer. Il a argumenté longtemps par rapport à cela. Il a fait savoir également qu'il ne dit pas que tout est mauvais
mauvais durant cette période-là. Il a relevé les aspects positifs qu'on peut tirer durant toute cette période-là. Il a fait part de son regard sur l'organisation des élections de 1995, de 2001, de 2006 et de 2011. Patrice Talon est venu avec le nouveau départ, a-t-il précisé. Il a fait savoir que c'est la coalition qui a été faite en 2016 qui a été baptisée La Rupture. Il a fait savoir qu'il nous a partagé au cours de cet entretien les prouesses inédites de l'administration Talon. Patrice Talon a restauré l'autorité de l'État, s'est réjoui Agapit Napoléon Maphorican sur ce plateau ce dimanche. Les réformes, il a fait savoir, et il se réjouit également du fait que des réformes politiques qui s'avéraient impossibles ont été effectuées sous le leadership du président Patrice Talon de façon consensuelle. Il a expliqué largement au cours de cet entretien la démarche Talon, ce qui reproche à Talon, donnez-leur le pouvoir, demain ils ne le feront pas mieux, a lancé sur ce plateau Agapit Maphorican. L'Afrique perspective 100, l'Afrique dans la perspective des centenaires des indépendances. Il présente le nouveau visage du leadership africain à travers Patrice Talon. Les objectifs de départ, les ambitions, les moyens qui se sont donnés, les procédés ont été largement exposés sur ce plateau par l'initiateur de cette initiative, notamment Afrique perspective 100, la Fondation de l'Afrique nouvelle. On doit se battre pour que l'anglais soit la deuxième langue du Bénin, a défendu sur ce plateau Agapit Napoléon Maphorican. Il a fait savoir que la participation des médias à la reconstruction de la nation est son prochain chemin de bataille. Il a fait savoir que à cet effet, il est prévu le 23 novembre prochain un discours d'orientation dans ce cadre. Il a fait savoir que 20 ans après les États généraux, où en sommes-nous, s'est-il interrogé. Et en fin d'émission, il a eu à commenter le processus électoral en cours. Il a balayé du revers de la main les différentes incriminations qui ont été faites à l'endroit de la Direction générale des impôts pour la délivrance du quitus fiscal. Il a eu à dédouaner la Direction générale des impôts. Il a fait part des relations entre le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Direction générale des élections. Il a fait part également du fonctionnement de la Sénat. Et donc pour lui, Sakalafia, même s'il était partisan, ne pouvait grand-chose au sein du Conseil électoral national autonome. Il a fait savoir et l'a démontré à travers son argumentaire que l'élection ou le processus électoral actuellement en cours est ouvert et sincère. En fin d'émission, il a eu à adresser quelques mots à vous, chers amis internautes, qui avez bien voulu le suivre ce dimanche. J'espère que j'ai été récapitulatif. Et le projet sera sincère à la fin, parce que la sincérité, c'est que le résultat doit refléter le vote de l'électeur. Mais le système est ouvert jusqu'à présent et on espère qu'il le sera comme il a d'ailleurs été. Merci pour votre son de synthèse. Merci à vous. Très bien relaté. Merci à vous, Agapit Napoléon Maphorican. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, analyste, chroniqueur politique, ancien conseiller à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ex-ANLC, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, ancien directeur général du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes aujourd'hui le président de la Fondation Afrique Perspective 100, la Fondation de l'Afrique nouvelle. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Merci bien et à très bientôt. Merci également à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain pour notre rendez-vous média. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur ESAE TV.